Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, ancien ministre de l'économie. Avant de partir à Bruxelles et en Grèce, bien sûr, disons un mot de la situation en France. Ces éleveurs qui sont en crise. C'est une crise visiblement dont la responsabilité est assez partagée entre la grande distribution, les industriels, mais aussi les normes et les réglementations européennes. La politique d'aide européenne, est-ce qu'elle n'a pas en quelque sorte tordu le marché? Est-ce que la politique européenne a aussi sa part de responsabilité? Je ne suis pas commissaire à l'agriculture, mais évidemment je ne me désintéresse pas de ce sujet. Comme commissaire européen, comme français aussi, il y a une crise et on doit être vraiment à l'écoute des agriculteurs. Je sais qu'il y a de nombreuses exploitations agricoles qui sont menacées dans leur existence, et qu'il y a eu une interrogation vraiment existentielle aussi chez les agriculteurs français. Et c'est pas une crise nouvelle d'ailleurs. Ça n'est pas une crise nouvelle, c'est ce que j'allais dire. Donc je pense qu'en toute hypothèse, incriminer l'Europe, non, c'est pas du tout la chose qu'il faut faire, parce que ça ne correspond pas à la réalité. Il n'y a pas l'idée simpliste, c'est pas l'Europe qui a précipité cette crise. C'est vrai que il y a des rapports dans la chaîne qui va du distributeur au consommateur en passant par le producteur, qui aujourd'hui ne sont pas, je crois, équilibrés. Et la Commission européenne est très sensible à ça. Vous savez que dans les nouveaux mécanismes de la PAC, elle va s'en mêler? Le commissaire Phil Hogan, le commissaire irlandais, mon collègue, suit ça de très près, et que dans les nouveaux mécanismes de la PAC, il y a des solutions qui permettent de favoriser la négociation collective. Et je crois que c'est en effet dans la négociation, sous l'égide du gouvernement, que réside la solution. Parce que on observe les niveaux de prix. Et ces niveaux de prix, c'est vrai qu'ils sont aujourd'hui très modestes, mais ils sont encore loin, et il faut le reconnaître, du niveau de référence. Donc il y a des solutions. Il y a des marges, et ces marges, je pense qu'elles doivent se trouver pour l'essentiel dans la négociation, même si il est clair que la Commission européenne se tient disponible pour utiliser toutes les ressources de la politique agricole commune. Nous n'oublions pas que la politique agricole commune, précisément, elle est commune, c'est-à-dire que c'est une politique qui a été déléguée à l'Union européenne, qui est une politique dans laquelle les États ont délégué une partie de leur souveraineté. Alors les plus eurosceptiques en France, et notamment le Front National et le Front de Gauche, demandent la suspension immédiate des négociations sur le TAFTA, le traité transatlantique, dont ils disent qu'il va encore accentuer les difficultés. Mais c'est d'une démagogie absolument sans nom. D'abord parce que ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe aujourd'hui. Les agriculteurs, il faut répondre à leurs problèmes, et y répondre d'urgence. C'est ce à quoi s'emploie le gouvernement français. C'est ce à quoi la Commission européenne est vigilante. Quand on parle du traité de libre-échange avec les États-Unis, on parle d'un traité qui pourrait au mieux être négocié avant la fin de l'administration Obama en 2016, ratifié en 2017-2018. Et il va de soi qu'un traité de cette nature-là ne peut avoir de qualité que s'il ménage les intérêts de l'agriculture européenne. Et c'est la qualité de la négociation qu'il faut améliorer. Il ne faut pas renoncer au traité. Il faut faire en sorte de défendre nos intérêts. Donc on fera le traité, mais on fera mieux. C'est ça ce que vous dites. Il faut faire un bon traité. Moi, je pense que ce traité est un traité d'intérêt mutuel. Mais vous voyez bien qu'il effraie un peu, notamment en France. Oui, j'en suis très conscient. Ça devient un peu un épouvantail. Je pense qu'il y a deux enjeux. Il y a d'abord l'enjeu de la négociation elle-même, qui doit être une négociation réussie pour un bon traité. Si nous le faisons, c'est l'intérêt mutuel, et j'ai même envie de dire que c'est plus d'intérêt européen, parce que le marché américain est un marché plus fermé, globalement, que le marché français. Les 200 vaches de cet éleveur des Deux-Sèvres vivent 9 mois sur 12 dans les prés, nourris à l'herbe la plupart du temps. Alors l'élevage américain, il s'en méfie. Pour lui, incomparable avec l'élevage français. De l'herbe comme ça, vous en trouverez peu aux États-Unis. C'est soit culture, soit engraissement. Lié à l'alimentation, aux méthodes de production, au terroir, un peu à nos traditions, à la façon dont nous faisons notre métier, nous agriculteurs français. Aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Aux États-Unis, c'est dans des feedlots, des parcs d'engraissement, que se concentrent souvent plus de 30 000 bovins. Pas d'herbe pour eux, mais du maïs, souvent OGM, et des activateurs de croissance pour les faire grossir plus vite, comme des hormones et des antibiotiques. Là-bas, c'est autorisé. Si un accord de libre-échange avec les États-Unis est signé, ce sont entre 300 et 600 000 tonnes de cette viande américaine bon marché qui pourraient débarquer en Europe. Les consommateurs sont sceptiques. Je préfère payer un peu plus cher, que la qualité soit meilleure et que je sache vraiment d'où elle vient. Elle peut venir d'étrangers, non. À part les États-Unis, je sais que c'est sous hormones, j'en suis sûre, donc c'est pour ça que non. La viande française répond quand même à certaines qualités. Les éleveurs, comme Alain Chabotti, sont inquiets. Cet accord pourrait faire baisser le prix de vente de ces animaux de 10 à 20%. Parce que les Américains ou les Canadiens ont des coûts de production bien inférieurs aux nôtres. Par exemple, nous, on met sur un mâle comme ça, qui va partir en Grèce ou en Italie, 16-18 mois à l'engraisser.
Les Américains mettent 12 mois. Ils n'ont pas du tout les mêmes façons de faire. Les hormones de croissance, les coûts de production, les céréales moins chères. Donc concurrence déloyale, tout simplement. Une concurrence déloyale car les éleveurs français sont soumis à de nombreuses contraintes, comme ces boucles d'oreilles, pour assurer la traçabilité de chaque animal. Des règles qui n'existent pas chez les Américains. Tout le travail qui a été fait depuis des décennies pour avoir des produits de qualité qui répondent à des normes très strictes sur le plan de l'environnement, du bien-être animal, du sanitaire, de la traçabilité, eh bien, seront battus en brèche et on aura une viande qui ne répond à aucun de ces critères. Produire de la viande en France coûte 30% de plus qu'aux États-Unis. L'arrivée massive de viande américaine pourrait obliger certains éleveurs à mettre la clé sous la porte. Et donc on a intérêt, nous, à insister pour mettre le pied dans la porte. Ce sont des capacités d'exportation. On parlait tout d'abord de la viande. Moi, je reste optimiste pour la filière viande parce que je sais qu'il y a des perspectives d'exportation. Et si on a négocié un bon traité avec les États-Unis, on va renforcer nos capacités d'exportation. Au contraire, créer des débouchés. Réussir, expliquer. Mais pour le moment, il faut mener les négociations. Et je peux vous assurer, et je veux le dire non pas à Jean-Luc Mélenchon et à M. Philippot, parce que je sais que vraiment leur démagogie fait en sorte qu'ils s'intéressent peu aux faits. Je peux vous garantir que la Commission européenne est mobilisée pour réussir cette négociation, pour qu'elle soit équilibrée, mais pour qu'elle défende nos intérêts. Il est hors de question d'accepter que la politique agricole commune soit considérée comme un objet de protectionnisme ou soit vulnérabilisée ou menacée par ce traité. Hors de question.